des croisées multinationales. Ça, c'est une vérité. On ne le dira pas assez. Et puis, l'Iran aussi a son côté, son tempérament conquérant. C'est-à-dire, c'est un pays qui ne peut pas rester... Et ça se comprend, c'est un pays où il n'y a rien. C'est un pays où il y a le désert, c'est un pays où c'est difficile. S'ils ne parviennent pas à conquérir d'autres espaces, ils vont mourir dans leur espace vital, parce que malheureusement, comme des scorpions, peut-être pas comme des scorpions, ils font beaucoup de bébés. Oui, je suis là. Rapidement, et on va marquer un arrêt. Oui, justement. La gestion iranienne, les sanctions iraniennes, et je suis totalement solidaire de son propos, en faisant en sorte qu'on ne puisse pas vraiment établir la qualité de la gestion. Mais la sanction iranienne a eu une conséquence, le trafic. Il y a eu une économie souterraine qui s'est développée. Parce que le problème de l'embargo, c'est que quand il y a l'embargo, il y a un système D qui se développe directement. Et qui dit embargo dit corruption, dit bakchis. Et une certaine élite iranienne a profité de cet embargo et de ce trafic. L'embargo visait à fragiliser le pouvoir de Khomeini, mais on s'est rendu compte qu'il a su profiter de cet embargo parce que les gardiens de la révolution, ça veut dire le groupe armé sur lequel il s'appuie, et une certaine élite urbaine ont bien profité de ce trafic-là. Pour l'Arabie Saoudite, pourquoi est-ce qu'on est aussi docile pourquoi on est aussi complaisant avec l'Arabie Saoudite? Il a parlé des swing states. Il a parlé du rôle régulateur, de l'Arabie Saoudite. Et je vais vous dire, l'Arabie Saoudite fait partie de l'OPEP, c'est un des acteurs majeurs de l'OPEP. L'OPEP, c'est un cartel de producteurs. Ils influent sur l'offre, mais n'influent pas sur la demande. L'OPEP arrive à créer la raréfaction, la rareté du pétrole pour faire augmenter les coûts. Ça veut dire que quand le demandeur, puisque le cacao par exemple, c'est celui qui vient, c'est l'acheteur qui fixe le prix du cacao. Alors qu'en se mettant en cartel, ce que le PEP a fait, bon, tout ça a été, il y a la lame de fond, il y avait un certain tiers-mondisme, mais le PEP arrive à réguler. Il y a des pays producteurs de pétrole qui ne sont pas des pays membres au PEP, par exemple la Russie. Or, ces pays sont des nations planchées, ça veut dire qu'elles produisent au maximum de leur potentialité. Si la Russie peut produire 100 barils de pétrole par jour, je dis n'importe quoi, elle mettra sur le marché 100 barils de pétrole. Cas contraire de l'Arabie Saoudite, qui peut décider de produire 20 barils de pétrole pour créer de la rareté et faire augmenter les prix. Ça fait quoi? Ça fait que quand un acteur sur le marché pétrolier, comme la Libye, par exemple, qui pour des raisons, un acteur pour des raisons écologiques, la quantité de stock de pétrole disponible peut se réduire, peut avoir un ouragan dans le golfe de Mexique, ça réduit la quantité de pétrole disponible sur le marché. Il peut avoir une grève en Norvège, ça réduit la quantité de pétrole sur le marché, ça c'est la raison sociale. Il peut avoir maintenant les raisons politiques, les conflits en Libye, la Libye est donc évincée sur le marché pétrolier et donc ça réduit la quantité des stocks. L'Arabie Saoudite est le seul acteur qui a la capacité de combler ce vide. Si aujourd'hui le prix du pétrole augmente pour cause de rupture de stock, on peut appeler, les Saoudiens peuvent augmenter leur capacité, leur production et combler un vide. Si on appelle aujourd'hui Moscou, on appelle Vladimir Poutine, on dit Monsieur Poutine, il faut augmenter la quantité de production de pétrole, de stock pour pouvoir pallier l'absence de la Libye. Poutine vous dira non, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il ne peut plus. C'est une nation pied au plancher. Vous savez, un producteur pied au plancher, quand vous accélérez en voiture, vous appuyez sur la pédale de vitesse à fond, vous avez la pédale de vitesse au plancher. Donc vous êtes au maximum de vos capacités. Cas contraire, l'Arabie Saoudite, qui peut, n'est-ce pas, voilà pourquoi il a un acteur aussi clé, au-delà de la polémique sur les réserves, c'est sa capacité à réguler. Parce qu'il peut augmenter ou réduire la quantité de réserves. Aussi, on parle des États-Unis, 90% du pétrole japonais, par exemple, vient de l'Arabie Saoudite. C'est un acteur majeur. Ça veut dire que quand il est sécurisé par les États-Unis, ça tourne à l'avantage de tout le monde. Parce qu'il a dit, les États-Unis, grâce au pétrole du schiste et du sable bitumineux, arrivent déjà à avoir une autonomie en matière de production, mais est toujours présent au Moyen-Orient. Parce qu'il est l'acteur majeur qui protège le point d'approvisionnement et les voies d'acheminement de cet hydrocarbure. Tous ceux qui s'en prennent, qui contestent le leadership américain, peuvent être évincés du marché du pétrole par l'Amérique. Et c'est le message que l'Amérique envoie à tout le monde. Il dit, je suis autonome en matière de production.
j'ai mon allié saoudien, je le protège, je protège le détroit d'Ormuz, je protège l'océan Indien. Vous pouvez, vous, nation asiatique, nation européenne, venir à la source, vous servir. Mais attention, si vous discutez mon leadership, je vous évince du marché du pétrole. Donc, voilà autant de raisons qui font en sorte qu'on est aussi clément envers l'Arabie Saoudite. N'oublions pas, 19 des 21 kamikazes lors de l'attentat du 11 septembre étaient saoudiens. On a, pourtant, c'est l'Iran qu'on sanctionne pour motif de terrorisme. On a souvent accusé l'Arabie Saoudite de financer les groupes djihadistes. Bon, on n'en a jamais vraiment porté la preuve. Hein. On a souvent accusé l'Arabie Saoudite de financer les groupes djihadistes par le biais de fonds versés aux associations caritatives. On nous apprend, on nous explique que ces fonds vont financer certains mouvements djihadistes. On n'a jamais vraiment porté la preuve. Mais pour reprendre de Marjorie, le directeur du pétrole, on ne tire pas sur la station-service. Donc l'Arabie Saoudite est la station-service du monde. Personne ne prendra le risque de s'en prendre à la station-service. Je vais ajouter deux choses. Je pense que le Moyen-Orient en lui-même, de par l'histoire, est quand même une bombe à retardement à tout moment. Bien entendu. Parce que les Arabes sont essentiellement, ça peut ne pas être bien dit comme ça, mais c'est un peuple essentiellement conflictuel. C'est un peuple qui est rattaché aux valeurs du groupe. Bon, c'est discutable. En réalité. Non, allez-y. C'est-à-dire que les stratégies d'alliance ne se voient que dans des zones et même, peut-être parce que je suis un peu musulman, il se dit dans l'islam que le Coran a été envoyé aux Arabes déjà pour calmer leur velléité à faire de la guerre. Pour les domestiquer. Oui, parce qu'elle est domestiquée. Mais pour l'Iran, au contraire de ce que tu penses, il y a des études de National Resources Governance Institute, qui est une très grosse ONG qui traque la gestion pétrolière dans le monde, qui est parvenue à identifier que l'Iran a quand même reçu beaucoup d'argent du pétrole et a joué sur sa position menacée pour parfois retirer cet argent-là du bénéfice de sa population. On estime à pratiquement 500 milliards de dollars les recettes que les sociétés pétrolières iraniennes ont tirées de la vente du pétrole au noir ou au vrai, ça je n'en sais rien. Et même Ahmadinejad, faisant face à la grande populaire, et ça c'est inédit, a instauré un système de subvention, de consommation des personnes privées. On allait jusqu'à, et ça c'est très amusant, Jules, on allait jusqu'à subventionner les gens qui avaient besoin d'argent pour doter leurs femmes. Il y avait un fonds spécial pour financer les gens qui veulent se marier. Et on distribuait de l'argent en cash aux populations. Et le cas de l'Iran est important pour noter que on ne peut pas s'imaginer que, par exemple, parce qu'on est un pays pétrolier, et les Africains doivent le retenir, on va distribuer à chacun son petit baril et qu'il ira vendre sur le marché mondial. Et après, il aura son argent et on pensera que la gouvernance a été bien faite. Exactement, les Iraniens ont essayé, ça n'a pas marché. Oui, voilà. Exactement, nous sommes là net dans le problème du dos disease, n'est-ce pas, la malédiction des hydrocarbures. Vous savez, quand les hydrocarbures arrivent dans un pays avant l'industrialisation, il se fait que on a tendance à acheter la paix sociale en distribuant parce qu'il y a trois choses. Il y a la faiblesse des investissements productifs. Puisqu'on a de l'argent frais, pourquoi allons-nous en faire des investissements productifs? Il suffit de distribuer dans la société. Ça fait que beaucoup de pans de l'économie sont négligés, juste et chacun s'appuie sur la rente. Le Nigeria était le premier producteur de pétrole avant la guerre du Biafra. Aujourd'hui, le Nigeria est le premier producteur d'arachide. Aujourd'hui, le Nigeria est importateur d'arachide, souvent même via le Cameroun. Donc, c'est pour vous dire. Après, en plus de la faible investissement productif, il y a aussi la mauvaise gouvernance, parce que c'est souvent les pays qui ne sont pas industrialisés ont souvent des institutions faibles. Or, si vous n'avez pas d'institutions faibles, vous ne pouvez pas contrôler la rente pétrolière. Dans le cas de l'Iran, en plus de l'institution faible, on finit par là. En plus de la faiblesse des institutions, dans le cas de l'Iran, il se développe souvent un système de rente autour du dirigeant et un système de clientéliste. Et cette rente profite souvent aux dirigeants, à la clientèle, soit familiale, soit la clientèle politique. On est là, l'exemple que vous venez de souligner, la distribution, la subvention générale de la société, n'est-ce pas, est un marqueur, un signe, n'est-ce pas, ou l'exemple le plus abouti, n'est-ce pas, peut-être une seconde, dans le cas de l'Iran, c'était vraiment pas une affaire de clientélisme, c'est que, comme a dit le docteur, les Iraniens ont mis toutes leurs ressources à combattre leurs ennemis, et ils en ont beaucoup. Et Ahmadinejad n'était vraiment pas un clientéliste. La preuve, dès qu'il a quitté son poste de président,
Le lendemain, il était dans un bus. Enseignant. Oui, il partait donner des cours à l'université, dans un bus. Il n'avait aucun argent. Permettez qu'il termine, s'il vous plaît. Sinon, on va pas s'en Il sortir. n'avait aucun argent. Je pense que l'Iran a davantage, peut-être pas le Dutch disease, mais ils ont le problème vénézuélien. C'est-à-dire le problème où toute la ressource du pays est mise au fond, au profit de la révolution. La révolution qui consiste à se débarrasser des Occidentaux. Pourquoi? Parce que les Iraniens ont estimé, avec ce qui s'est passé, notamment avec le Shah, qu'il y avait eu une trahison du monde occidental. Et ils l'ont rejeté, et c'est un peuple guerrier, c'est un peuple fier, c'est un peuple qui ne se laisse pas marcher dessus, au contraire de beaucoup d'autres peuples qui acceptent certaines choses. On est là dans la D'accord, monnaie. merci. Monsieur Kamga, s'il vous plaît. Nous allons marquer un arrêt et nous revenons pour la deuxième et dernière partie de cette émission. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde pour la deuxième et dernière partie de cette émission consacrée à deux pays, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors dans la première partie, on a beaucoup discuté des spécificités de chacun de ces pays-là. Moi, je voulais que dans la deuxième partie, on revienne effectivement sur la bataille géostratégique qu'il y a dans cette région et peut-être parler aussi du conflit syrien, qui est un conflit qui peut trouver aussi des liens avec ce qui se passe là-bas, notamment en termes de transport, parce que comme vous le savez, la Syrie reste un élément presque incontournable pour transporter les hydrocarbures dans cette zone-là. Alors, je commence par vous, Monsieur Kamga. La rivalité Iran-Arabie Saoudite, comment est-ce qu'elle se matérialise aujourd'hui de manière concrète? Oui, ben avant, il faut dire que c'est une rivalité millénaire. Aujourd'hui, le contour de cette guerre, parce que chaque guerre épouse les contours des clivages sociaux, est présentée comme une guerre religieuse entre sunnites et chiites. Mais sur le plan millénaire, l'Iran est perse et l'Arabie Saoudite est arabe. Donc le conflit perse et arabe qui, n'est-ce pas, trouvé ces derniers relents, n'est-ce pas, dans cette guerre froide du Moyen-Orient. À la vérité, il s'agit de deux puissances régionales qui se disputent le leadership régional. Et là, il y avait jusque dans les années après la révolution de 79, la révolution iranienne, l'Iran s'est coupé du monde de façon un peu volontaire parce que c'était une révolution un peu tiers-mondiste, c'est-à-dire anti-américain, anti-occidental. Et de telle sorte qu'elle n'a même pas soutenu le combat contre l'Union soviétique dans l'Afghanistan voisin, qui a laissé les régimes sunnites ont soutenu cette révolution-là et ont poussé l'Union soviétique. Donc c'était là l'une des grandes victoires du monde sunnite. Et ça a fait la fierté des sunnites et leur aura dans le Moyen-Orient. En plus de la question palestinienne, qui est cause arabe, que les puissances sunnites ont embrassé et ont vraiment participé à mettre au cœur du débat géopolitique mondial. L'Iran, c'était coupée du monde, elle était sous embargo, la prise d'otage de l'ambassade américaine qui n'a pas du tout aidé à cela. Bon, il y a eu une longue guerre que Iran-Irak, et toutes les puissances sunnites, les États-Unis et les Occidentaux ont soutenu l'Irak lors de cette guerre. Bon, elle s'est soldée par un match nul et qui a considérablement affaibli la théocratie iranienne. Plus il y a eu la deuxième guerre du Golfe, ou bien la première guerre du Golfe, suite à l'agression, n'est-ce pas, de l'Irak, du Koweït par l'Irak, où l'Iran est resté quasiment neutre. Puis vient le point d'inflexion, n'est-ce pas, le moment décisif, la guerre de 2003, n'est-ce pas, mars-avril 2003, contre l'invasion de l'Irak par les Américains. Il y a eu une rupture des déséquilibres avec la chute de Saddam Hussein, parce qu'il faut dire l'Irak est un pays à près de 60% chiites, près de 30% sunnites, et les chrétiens et les autres minorités ont les autres 10%. Sauf que c'était un pouvoir sunnite. C'est-à-dire qu'il y avait un équilibre entre les monarchies du Golfe et l'Irak, contre l'Iran, contre la Perse, l'Iran chiite. Cette guerre, cette invasion a donc renversé Saddam Hussein, le pouvoir sunnite, on a vu advenir à Bagdad un pouvoir chiite qui a participé à modifier les équilibres géopolitiques dans la région. Et l'Iran, c'est donc
le pouvoir iranien s'est donc déployé, les stratèges ont donc vu là une brèche, ils sont entrés, ils ont participé, n'est-ce pas, à la guerre civile qui a eu lieu aux alentours de 2006 contre les États-Unis. Ils ont poussé leur avantage en s'alliant aussi avec la minorité alaouite au pouvoir, une minorité chiite au pouvoir en Syrie. Les alaouites, c'est quoi? C'est 10% du chiisme, qui est même une minorité chiite. Les alaouites sont même des chiites contestés, qui ne sont même pas reconnus. Mais bon, tout est bon à prendre, toutes les alliances sont bonnes à prendre. Ça veut dire qu'avec, il y a aussi l'attaque, n'est-ce pas, l'opération Plomb du Sud d'Israël au sud du Liban, le clash entre l'armée israélienne et le Hezbollah, qui est une milice au sud du Liban, une milice chiite, qui a eu ses lettres de noblesse en combattant Israël. Donc, Israël qui est l'ennemi circulaire de tout le monde arabe. Donc, il y a eu un axe qu'on appelle le croissant chiite qui va de Téhéran, Bagdad, Damas et le sud du Liban qu'on appelle le croissant chiite contre, n'est-ce pas, les monarchies sunnites qui se sont vus affaiblis. Et le monde chiite, cet avantage s'affaiblit avec les révolutions arabes de 2011 qui a vu partir beaucoup de leaders d'hommes forts sunnites. Donc, il y a donc eu une rupture des équilibres géopolitiques dans la région. Ça continue encore aujourd'hui avec Bahreïn. Vous voyez toutes les contestations sociales à Bahreïn. Bahreïn qui est un pays avec à sa tête une monarchie sunnite, mais qui est un pays à majorité chiite. Monsieur, peut-être vous nous perdez avec beaucoup de... Enfin, je ne suis pas sûr que les téléspectateurs... Non, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'au-delà de la ligne de fracture... Peut-être aller à l'essentiel, parce que prenez en compte les téléspectateurs qui ne sont pas des experts de cette partie du monde, et qui ont besoin de comprendre des choses de la manière la plus simple. Vous avez tout à fait raison. Pour revenir un peu terre à terre, il y a deux puissances régionales qui s'affrontent. En 2003, il y a eu une rupture des équilibres entre ces deux puissances, n'est-ce pas? Et ça fait donc que le monde chiite, du moins les alliés de Téhéran, ont pris un certain ascendant sur les alliés de Riyad, les sunnites. Ce qui a conduit à une alliance qui peut surprendre plus d'un entre Israël et l'Arabie Saoudite pour contrebalancer, n'est-ce pas, Téhéran. Donc, il y a une guerre entre deux pôles, deux leaders régionaux. Et cette guerre se joue à travers beaucoup de conflits. Quand il y a une guerre froide, il y a ce qu'on appelle les conflits par procuration. Et la multiplicité de certains conflits par procuration, moyen de rang, renseigne de ce qu'il y a une guerre froide sur le terrain. Donc voilà un peu, grosso modo, n'est-ce pas, le périmètre, n'est-ce pas, de l'affrontement Arabie Saoudite et Iran. Alors, Dr Simo-Diom, je voulais voir comment est-ce que ces deux pays, justement, utilisent leurs ressources naturelles de manière tactique sur la scène internationale. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais l'Iran, aujourd'hui, a sa part d'alliés et essaye, on le voit tous les jours sur la scène internationale, de rebondir et de se repositionner en s'appuyant notamment sur la Chine et la Russie. Donc l'Iran est de retour dans la marginalisation internationale avec le durcissement de ton de la présidence Donald Trump. L'Iran va se contenter de vendre son dollar à des pays qui peuvent l'acheter, son pétrole, je vous en prie, et son gaz, pétrole, à des pays qui peuvent l'acheter sans utiliser le dollar. C'est tant est que la Chine peut acheter du pétrole sans utiliser le dollar. Je ne sais pas très bien si à un moment donné, on a parlé d'un yuan, d'un pétro-yuan. C'est-à-dire la Chine, sachant que en achetant en dollars à l'Iran, serait passible de sanctions, a décidé d'acheter le pétrole iranien en yuan. Donc, il y a donc cette complicité entre la Chine et l'Iran. Le pétrole consommé en Chine est majoritairement en provenance de l'Iran. Il y a également la Russie. Les relations entre la Russie et l'Iran sont des relations assez fortes. Il y a également la Turquie. Les relations entre la Turquie et l'Iran sont également des relations fortes. Donc, les alliés de l'Iran sont moins puissants et moins nombreux que ceux de l'Arabie Saoudite, qui comptent les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, et depuis un certain temps, Israël aussi. Oui, voilà. Puisqu'Israël a pour ennemi numéro un l'Iran, donc quant à soutenir l'ennemi de l'Iran, ça devient plausible sur la scène internationale. Voilà. Donc l'Iran, au sein de la sous-région du Proche-Orient, l'Iran compte sur ses alliés
Et également sur des groupuscules. Ces groupuscules, est-ce que ces groupuscules contrôlent des concessions pétrolières? On en doute, notamment les Alaouites, on en doute. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Iran, d'une manière ou d'une autre, appuie ces groupuscules, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie, les Houthis au Yémen, les Alaouites en Syrie, et le Hezbollah, au Liban. Au Sud-Liban. Oui. Au Sud-Liban. Et dans chacun de ces pays, on retrouve la polarisation, la confrontation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Vous savez que le premier ministre du Liban est de nationalité aussi saoudienne. Oui. Il est libanais, mais il est également... On a assisté à un dernier feuilleton récemment, en fin 2017. Il a été quasiment pris en otage parce que avec sa politique qui était contestée, on a assisté à des redressements idéologiques, à un recadrage de la part de son parrain, qui est l'Arabie Saoudite. Donc c'est une guerre qui n'est pas directe, c'est une guerre par procuration, c'est une guerre froide. L'Arabie Saoudite ne bombarde pas les positions iraniennes. Et l'inverse n'est pas vérifié, n'a pas encore eu lieu, ce n'est pas encore le cas. Mais tous les pays qui sont dans le pourtour du Proche-Orient sont victimes de cette guerre. Alors, Irisline, je voulais avancer avec vous pour qu'on essaye de sortir de cette émission en faisant le parallèle avec l'Afrique, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse. On a vu là 2 cas de pays avec des civilisations différentes du monde occidental. La gestion des ressources assez curieuse, parce qu'en Arabie Saoudite, quoi qu'on le dise, les ressources ont quand même profité aux Saoudiens. Comme le disait le docteur Simodium, il n'y a pas longtemps, l'eau, l'électricité, tout ça a été gratuit. Et en Afrique, on a l'impression qu'on n'a jamais réussi véritablement à faire que le pétrole, le gaz ou tout ce qu'on peut avoir comme ressources naturelles rejaillisse sur la population. Comment est-ce qu'on peut, on peut comprendre cela? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la ressource pétrolière dans les pays du Moyen-Orient qu'on a abordé aujourd'hui est devenue trouver un déploiement de gestion sociale, de gestion politique et sociale. Avant le pétrole, les Saouds étaient déjà la tribu dirigeante de l'Arabie Saoudite. Elle avait ses conflits avec ses ennemis iraniens et elle essayait au maximum de faire dominer sa pensée religieuse, qui est le sunnisme, à l'expression la plus haute, le wahhabisme. Et les Iraniens essayaient d'imposer... Oui, enfin, ce que je veux dire plus, c'est que ce n'est pas des pays qui sont réputés avec des démocraties, dont loin de là. J'en arrive. Voilà. Mais ils ont des fondamentaux de gestion publique qui existaient déjà et qui donnaient des règles de gouvernance dans leurs différentes... Par exemple, les Saoudiens, aujourd'hui, sont gouvernés par la charia, qui n'est pas que couper la main et interdit aux femmes de porter le voile. Il y a une grosse... Et obliger aux femmes de porter le voile. Il y a une grosse justice sociale derrière la charia, en termes d'équité, en termes de partage de la ressource foncière, en termes même d'un facteur important, ce qu'on appelle la zakat. La zakat qui est le principe islamique du partage des richesses quand on en a beaucoup. C'est vrai pour les Iraniens, c'est vrai pour l'Arabie Saoudite. Donc, je pense on le voit, mais j'ai envie de dire, pour revenir sur la zakat, il y a quand même une dimension qui, moi, peut-être à titre personnel, peut sembler gênante et même humiliante, c'est qu'on a l'impression, effectivement, qu'on transforme toute une partie de la population qui n'a pas de moyens en mendiants. Est-ce que, justement, au lieu d'avoir des grands bédouins bougrement riches qui vont recevoir des milliers de gens à qui on va donner un peu d'argent, à qui on va payer les soins de santé, on ne pourrait pas travailler sur un meilleur système de redistribution sociale? Parce que c'est ce qui se passe en Arabie Saoudite. Ces multimilliardaires qui ont profité, parce que leur richesse vient essentiellement du pétrole, ils se sont accaparés des richesses et peut-être par souci de se racheter une bonne conscience, pratiquent ce que vous appelez la zakat et donne un peu de perfusion à une grande partie de la population. Justement, la zakat n'est pas liée au pétrole. C'est une pratique qui existait longtemps avant le pétrole, quand les Saoudiens vivaient d'autres choses, du commerce et de tout le reste. La culture des dattes, parce que n'oubliez pas que les Saoudiens sont de très grands producteurs de dattes. Vous voyez un peu, les Iraniens ont aussi leur propre... Je crois qu'ils font partie de ceux qui produisent le pavot, c'est ça? Je crois qu'ils produisent pas mal d'autres choses. Donc, il y avait une structure
de redistribution des revenus qui existaient déjà enterrés dans à ces l'arrivée pays-là. des locaux. Alors qu'en Afrique, puisque c'est la question que tu posais, Ouais. malheureusement, on a mis de côté nos structures de redistribution des revenus. Par exemple, si je demande aujourd'hui, quelle était la structure fondamentale de redistribution des revenus en Angola? Même si elle existait différemment dans plusieurs tribus qu'on a mis ensemble en prenant le soin de s'assurer qu'on donne le pouvoir à une partie des tribus et pas à d'autres, d'où les clashs. Et du coup, le pétrole et les mines en Afrique servent à alimenter les rentes, alors que dans les pays du Moyen-Orient, ils sont venus trouver des idéologies sociales, des idéologies de gestion publique qui existaient déjà et qui sont en train de suivre leur mutation Oui, mais au gré du modernisme. Peut-être que je reste avec Gris pour qu'on se comprenne très bien. Moi, la redistribution, pour moi, c'est pas que ceux qui s'accaparent des richesses dans un souci de magnanimité en donnent un peu aux autres. C'est que vous trouvez quand même dans ces pays premiers producteurs de pétrole au monde avec d'énormes richesses un taux de pauvreté inquiétant qui ne se justifierait pas s'il y avait une redistribution véritablement équitable. Moi, je dis encore, les scènes qu'on voit partout en Arabie Saoudite que vous appelez redistribution, ce sont des gens qui ont des fortunes et qui, par moments, s'asseyent sur une tente et décident de donner un peu d'argent à ceux qui en manquent. Non, mais Jules, ça, c'est pas vrai. Cruellement. Non, Jules, ça, c'est pas vrai. Les vrais Saoudiens qui sont originaires de l'Arabie Saoudite, qui sont reconnus comme étant des familles implantées là, il y a un système qui leur permet d'accéder à des revenus, qui leur permet de vivre normalement. Le Saoudien, de par la religion, n'a pas forcément une vie dispendieuse. Les gens qui font les dépenses ne vivent pas conformément à la religion. Mais de par la religion qui leur a été léguée, les Saoudiens vivent de manière assez modeste. Maintenant, il y a en Arabie Saoudite des personnes qui ne sont pas saoudiennes, qui sont utilisées comme des travailleurs de maison, des travailleurs même d'entreprise pour des tâches qu'un Saoudien estime que lui ne peut pas mener. Eux, ils bénéficient de la zakat. Mais une fois de plus, il faut qu'on se dise très bien que le monde nous fait parfois croire, Jules, qu'il y a un système où tout est redistribué normalement. La Norvège est une réelle exception, même dans le monde occidental. Je te donne les chiffres du Crédit Suisse Institute, qui est une institution d'un pays occidental extrêmement réputé. C'est que 1% de la population mondiale s'est accaparé la fortune de 47% des personnes les plus pauvres dans le monde. Ça, c'est le système mondial. Ce n'est pas le système de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le système de l'Iran, ce n'est pas le système de l'Afrique. Mais maintenant, en Afrique, au contraire des pays du Moyen-Orient, il n'y a pas une idéologie, il n'y a pas une vision de la société. On a été complètement démantelé et à la place de ça, on a mis des dirigeants qui, d'une certaine manière, se sont mis à travailler pour garantir leur place, c'est-à-dire en garantissant les intérêts des multinationales. Le conflit était plus facile d'être créé en Afrique, on le verra peut-être avec la RDC, mais dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient, c'était un peu plus... Et même le Maghreb. Tu verras l'Algérie, l'Égypte, vous ne les baladez pas par le bout du nez. Parce que c'est des pays qui avaient des fondamentaux sociaux solides et qui les ont conservés. Maintenant, on peut critiquer la manière dont la zakat est faite, mais je peux te garantir que les Saoudiens étaient soignés gratuitement, étaient logés gratuitement, avaient des maisons gratuitement. C'est toujours le cas aujourd'hui. On l'a vu aussi avec la Libye à son époque. Avant peut-être de donner la parole à M. Kamga pour terminer, parce qu'on en va faire rapidement d'un tout à l'heure. Il y a un problème que je voulais régler avec vous, Dr Simodium, parce que le prétexte de cette émission, c'est cette fameuse carte à 1 milliard qui est en train de financer la Banque mondiale pour l'Afrique. Pourquoi est-ce que la Banque mondiale ne s'intéresse pas justement au Moyen-Orient? Pourquoi on n'irait pas faire une carte justement des ressources du Moyen-Orient qui est réputée aussi être une zone extrêmement riche en ressources naturelles? Ben, les kamikazes vont bombarder tous les bureaux des experts. Si la Banque mondiale s'autorise de penser à cartographier la richesse naturelle africaine, c'est parce que l'Afrique constitue une zone grise de la mondialisation. Donc c'est une zone, vous savez, on dit quand la nuit arrive, tous les chats sont gris. Donc c'est une zone où il n'y a pas, où les rapports de force ne sont pas établis de façon claire entre les dominateurs et puis les personnes qui subissent la domination. On a une situation dans laquelle les dirigeants africains ne sont pas représentants de la souveraineté populaire
ne défendent pas la souveraineté populaire, ne défendent pas l'intérêt des peuples. Par contre, c'est le cas au Moyen-Orient. C'est-à-dire que ce soit en Iran ou en Arabie Saoudite, ces deux puissances se battent pour la souveraineté régionale. Aucune de ces puissances n'accepterait l'ingérence étrangère. Elles peuvent faire des alliances. Donc ça, c'est d'abord une première chose. Il y a une cartographie de la relation de dominant à dominé dans la mondialisation qui est claire au Moyen-Orient. Nous allons nous entretuer entre nous, nous allons nous entretuer pour des positions géostratégiques, mais nous n'accepterons pas que quelqu'un vienne nous dire ce que nous avons à faire. Alors que vous avez en Afrique des dirigeants qui ne défendent pas l'intérêt de leur peuple. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui va défendre l'intérêt de leur peuple. Donc la Banque mondiale peut venir. C'est une zone grise, la Banque mondiale peut venir s'y installer, cartographier les richesses, créer un fonds à $1 milliard pour gérer l'information au sujet de ces fonds. Tandis qu'en Iran ou en Arabie Saoudite, les réserves sont stratégiques. L'Arabie Saoudite déclare les réserves qu'elle veut bien que le monde sache. Vous avez vu l'introduction en bourse d'Aramco. Elle a été repoussée. On se demande même si elle aura lieu. Il y a des Chinois d'ailleurs qui veulent acheter les 5%. Parce que justement, l'Arabie Saoudite refuse. La bourse implique un peu plus d'ouverture, un peu plus de transparence, ce que l'Arabie Saoudite visiblement n'est pas prête à faire. C'est clair. Donc la Banque mondiale ne peut pas songer à aller dessus. Une zone blanche de la mondialisation, c'est une zone où tout est clair, tout est propre. On voit qu'il y a des adversaires. Vous voyez, le dirigeant, c'est un adversaire des porteurs de la mondialisation sauvage. Donc la mondialisation ne peut pas, les systèmes dominants de la mondialisation ne peuvent pas s'hasarder à avoir un projet pareil. Idriss le disait de façon un peu caricaturale, on va bombarder les positions et les bureaux de la Banque mondiale. Parce que ni le peuple, ni les dirigeants ne veulent de cette immixtion étrangère. Donc, pour l'Afrique, cette souveraineté nous parle du point de vue où il est important de conquérir sa souveraineté. C'est l'un des défis de l'Afrique. Lorsque vous avez des ressources, c'est très important, mais lorsque vous pouvez gérer ces ressources de façon souveraine, ça c'est encore plus important parce que vous pouvez imaginer une situation où le Nigeria fait une bataille rude contre le Cameroun pour le leadership dans une partie de l'Afrique. Ça, ce serait sain parce que c'est ce qui est normal. Mais que la Banque mondiale vienne imposer une manière de voir, de gérer, de distribuer la richesse de tout le continent africain, ça, ce n'est pas du tout normal. Donc, cette rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, pour moi, elle serait préférable sur le continent africain à cette vassalisation, à cette forme d'esclavage que nous vivons jusqu'aujourd'hui. D'accord. Alors, M. Kamga, pour vos dernières prises de parole, et on va faire un dernier tour pour conclure parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, au sujet de l'Afrique. Et là, vous posez la question du jour. Il a parlé de l'idéologie ou de la culture. Je pense qu'il y a en Afrique des ressources énologiques. Si on va chercher dans nos cultures africaines, il y a des ressources, des ressources qui prônent des partage. Chez les Tupuri, par exemple, les peuples frontaliers avec les Tupuri, les Kera, les Wina, là-bas, il était au nord Cameroun, la frontière du nord Cameroun avec le Tchad, là-bas, il est interdit, par exemple, de manger seul. Quand votre maman fait à manger à la cuisine, la mamite, vous la déposez, on ne fait pas le partage à la cuisine, on fait le partage à la cour, tout le monde vient avec un plat, on donne une partie de la nourriture. Si le père, le chef de famille, se rend compte que dans une maison, dans une case, on mange à la cuisine, il verse cette nourriture. C'est africain. Chez les peuples Fambiti, les peuples Aforais, on dit que quand un éléphant meurt, on doit découper l'éléphant de sorte que chaque membre de la communauté, chaque membre de la forêt a une partie de cet éléphant. Donc, il y a des ressources énologiques profondes africaines qui vont vers le sens du partage. Je pense pour ma part que il y a le problème de Dust disease, la maladie, la malédiction des hydrocarbures. Elle apparaît comment? Les hydrocarbures arrivent en Afrique quand l'Afrique n'a pas encore connu l'industrialisation, cas contraire des États-Unis, du Canada et de la Norvège. Ça fait que il y a une faiblesse des investissements productifs. On achète la paix sociale avec l'argent, le pétrodollar, l'argent frais qu'on redistribue dans la société, on n'investit pas dans la production.
Dans d'autres pays industrialisés, on prend l'argent du pétrole qu'on dépose dans les fonds souverains et au fur et à mesure, on fait entrer l'argent dans la société pour ne pas déstructurer, n'est-ce pas, l'économie de la société. Parce que le pétrole est une ressource, on vit de l'exportation du pétrole. On ne sommes pas industriels, on en fait pratiquement pas un usage, sauf dans le domaine du transport où le pétrole il y a un usage captif du pétrole. Or, si vous vivez de ce commerce extérieur, vous êtes dépendant de l'offre extérieure, vous vous exposez au choc exogène. Il y a d'abord cet aspect-là. Il est donc difficile, que ce soit en Angola, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit en Libye, au Nigeria, il est difficile de diversifier cette économie. Le Nigeria essaie déjà de faire un effort avec son cinéma et il y a une société civile qui se développe, un monde privé qui se développe déjà de ce côté-là. Pour éviter ça, il faut des institutions, il faut aussi des institutions fortes. Vous n'aurez pas une gestion transparente du pétrole si vous n'avez pas d'institutions fortes. C'est parce que vous avez des institutions fortes qu'on peut surveiller la gestion qui est faite du pétrole, du moins des rentes du pétrole. Et pour ça, il faut l'établissement, il faut une démocratie assise, pas seulement au niveau des normes et dictées démocratiques, mais dans le niveau des pratiques. Les pays dont on vient de parler ne sont pas des modèles de démocratie. Non, mais écoutez, vous ne pouvez pas me dire que ces pays ne souffrent pas, vous ne pouvez pas me dire que l'économie du Koweït, de l'Oman ou du Qatar sont diversifiées. Oui, mais vous voyez au moins qu'au Qatar, ce ne sont pas les mêmes Arabie quantités. Saoudite et tout, le pétrole, on le ressent. Je veux dire, le fait de ne pas payer sa facture d'eau, c'est le fait du pétrole et on le ressent directement. Les Guinéens, les Équato-Guinéens auraient mérité d'aller à l'hôpital se soigner gratuitement. Ils avaient largement la capacité. Le fait pétrolier en Guinée équatoriale est récent. L'Arabie Saoudite dans les années 20, 30, or le fait pétrolier en Guinée équatoriale est récent. Ce n'est que l'augmentation, n'est-ce pas, l'augmentation du pétrole qui va de 2005-2006 jusqu'en 2014, qui est principalement corrélée à la forte demande chinoise, qui a fait en sorte que la Guinée équatoriale puisse, n'est-ce pas, monter aussi vite, la montée en puissance, la dotation infrastructurelle qui est montée vite en Guinée équatoriale, c'est le fait du pétrole. Prenons le cas du Gabon. Avec des institutions aussi faibles qu'au Gabon, vous ne vous attendez quand même pas que la rente du pétrole soit gérée avec une certaine transparence. Et pour prendre le cas, beaucoup de pays africains n'ont pas les ressources ne sont pas présentes en quantité égale en Afrique qu'en Arabie Saoudite. Et le coût d'exploitation n'est pas le même. Ça veut dire que nous devons travailler sur la qualité de nos institutions. Si vous n'avez pas des institutions fortes, la gestion du pétrole, la gestion des rentes du pétrole ne sera pas optimale. Et puis, je finis par là, mobiliser les intelligences. On a un défaut en Afrique. On ne considère pas l'intelligence comme une ressource et c'est une erreur. Les intelligences, on doit mobiliser toutes les intelligences qui doivent définir la gestion du pétrole. Il y a des experts qui travaillent sur les questions pétrolières, du moins sa gestion, sa transformation. Le pétrole, c'est un ensemble de secteurs, soit le raffinage, que ce soit l'extraction, le transport, le raffinage et la vente. Dans tous ces secteurs-là, il y a des experts que nous devons mobiliser. Il y a des expertises locales que nous devons mobiliser. Et pour ça, il faut que nous soyons dans les sociétés méritocratiques. Cette façon c'est le favoritisme, le népotisme qui a souvent cours dans ces pays africains. Il faut que les autres aient la possibilité de... Mais il y a une avancée, je finis par là, il y a une avancée. Avec les ITIE, je prends l'exemple du Cameroun. À la SNH, quand vous regardez les prix, vous allez sur le site de la SNH, les prix sont publiés au franc près. Ça veut dire qu'il y a déjà une avancée. Merci beaucoup. La société civile intervient déjà. Les autres puissent donner leur mot de fin, parce qu'on a fait ce temps. Docteur Simon Diom, pour vos mots de fin. Il faut préparer un monde sans pétrole. L'Arabie Saoudite, après la crise ou la guerre de 2014-2018, elle se poursuit d'ailleurs, est le pays qui a le plus vigoureusement réagi à la crise pétrolière avec un plan Vision 2030, avec des investissements lourds, avec des réformes, l'introduction de la TVA, l'introduction de 5% de Aramco en bourse, même si c'est encore un projet, le travail des femmes, les femmes au volant, ce qui va redynamiser la société, l'introduction des investisseurs, un cadre, et puis la grande ville numérique qui est en cours. Donc, les crises nous parlent parce que les crises nous appellent à la vigilance et à la prospective. C'est des opportunités. Oui. Donc, si nous avons traversé
cette crise de façon nonchalante, de façon indolente, libre à nous de subir les conséquences à l'avenir. Parce que dans l'avenir, les nouvelles crises nous trouveront de plus en plus vulnérables. Or, nous avons le premier pays producteur de pétrole au monde qui prend des mesures drastiques lorsqu'il y a un problème de pétrole et il dit « je vais préparer un monde après le pétrole ». En dehors du Nigeria, en Afrique, je ne vois pas un autre pays qui a mûri un plan stratégique sans pétrole, qui a dit exactement à quel point et dans quel délai il compte réduire la dépendance au pétrole. Le débat porte plus sur la diversification. Or, il était important de faire des scénarios, de se tourner vers des secteurs tels que les secteurs des TIC, de l'innovation, les secteurs des énergies renouvelables, pour en faire des viviers de la croissance. Parce que seuls ces secteurs sont des ressources, portent sur des ressources qui sont non épuisables. D'accord. Idriss Lynch, pour conclure l'émission. Écoute, moi, je ne serais totalement pas d'accord avec lui parce qu'on a des États comme les Émirats arabes unis qui ont réussi à devenir des pôles d'autre chose sur la base de la rente pétrolière. Ils n'ont pas. J'ai jamais entendu qu'il y ait une élection démocratique aux Émirats arabes unis. Tu vas peut-être parler après. Aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite. Moi, je pense que les institutions, qu'elles soient inclusive ou alors qu'elle soit extractive, dépendent surtout de la vision des dirigeants. Je pense que l'Arabie saoudite et l'Iran nous parlent. L'Iran nous parle en nous disant, vous pouvez utiliser vos ressources pour batailler pour votre leadership. C'est ce que l'Iran fait. C'est peut-être dur pour elle, parce qu'après, elle est victime de sanctions, mais elle part d'une bonne intention pour ses populations. Elle veut ne pas être absorbée par cet Occident. L'Arabie saoudite dit, nous allons utiliser la ressource pour déployer notre influence. Ce qui est aussi tout à fait normal. On voit très bien comment elle manœuvre entre ses alliés américains et tout cela. L'Afrique, la Côte d'Ivoire, n'a pas d'alliés qui le protège par rapport à sa puissance cacaoyère. Tu vas parler, c'est une catastrophe. Les États africains miniers n'ont pas d'alliés. Et je sors en disant que peut-être qu'on reviendra sur d'autres sujets, mais la carte minière, il faut se dire aussi que la Banque mondiale, elle n'est pas obligatoire. C'est un processus d'adhésion, il faut le dire. Et il y a des pays comme l'Algérie qui ne vont pas être cartographiés. L'Algérie ne peut pas. Ou encore l'Afrique du Sud ne sera pas cartographiée. Parce que les Sud-Africains ont une maîtrise totale. Alors c'est très important que vous le rappelez, Idriss, à la fin, ça veut dire que ce projet de carte est un processus d'adhésion. Et on a vu... On a décide d'y adhérer ou pas. Et on a vu des pays. On a vu des pays où malheureusement, Idriss, je sors de là parce qu'on nous fait déjà des grands signes. Je sors de là. Ton pays, à toi, le Cameroun, y a adhéré, comme beaucoup d'autres pays. Libre à eux. Donc je pense que c'est un gros débat, mais l'Arabie saoudite et l'Iran nous parlent. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté de venir partager avec nous vos lumières sur ce sujet. Madame, monsieur, merci à vous d'avoir été une fois de plus au rendez-vous. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.